J'ai raté le dîner de Thanksgiving parce que j'étais à l'hôpital. Pas un seul appel, pas un seul message. Quand je suis enfin rentré chez moi, il y avait une assiette étiquetée « pour le chien ». Alors j'ai laissé un mot sur le frigo. 3 heures plus tard, ma tante pleurait dans l'allée. Je m'appelle Zach, j'ai 23 ans, et le Thanksgiving dernier, pendant que toute ma famille riait autour d'une table pleine de dinde et de sauce au canneberge, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, grelottant sous des draps fins comme du papier, branché à des machines, et personne ne le savait. Ou peut-être pire, ils ne l'avaient pas remarqué. Voici ce qui s'est passé. 2 jours avant Thanksgiving, je me suis effondré au travail. J'ai littéralement heurté le sol de la réserve en réapprovisionnant des boîtes dans le magasin de détail où je travaillais en plus de mes études. J'avais la nausée depuis des jours. Mon estomac avait l'impression de se ronger de l'intérieur. Au début, j'ai pensé que c'était juste le stress. Entre l'université, les quarts de travail au magasin et les candidatures pour des stages, j'étais tellement débordé que je vivais de café et de barres protéinées. Mais cette fois, mon corps a juste lâché. Il s'est avéré que j'avais un ulcère hémorragique. Le médecin des urgences a dit que ça avait probablement commencé il y a des semaines, peut-être plus longtemps, et que j'avais ignoré tous les signes avant-coureurs. Le coup classique du surperformant. Apparemment, ils m'ont gardé toute la nuit pour observation, m'ont mis sous perfusion et ont programmé une endoscopie. Ils m'ont aussi dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, vous ne rentrerez pas chez vous avant jeudi, peut-être vendredi. Mon téléphone était presque à court de batterie quand ils m'ont admis. J'ai envoyé un SMS rapide au groupe de discussion familiale, à l'hôpital, ulcère à l'estomac, reste pour la nuit. Donnerai des nouvelles. Puis mon téléphone s'est éteint. C'est là que j'ai fait ma première erreur, supposer que quelqu'un remarquerait mon absence. Ma famille n'est pas abusive ou violente. Ils sont juste indifférents de la pire des manières. J'ai été élevé principalement par ma tante Marianne. Après le décès de ma mère d'un cancer quand j'avais 10 ans, Marianne m'a recueilli, et je lui en suis reconnaissant. Mais même enfant, je pouvais sentir la distance. Comme si j'étais quelque chose qu'elle avait promis à quelqu'un, pas quelqu'un qu'elle aimait. J'étais toujours le discret, le poli, l'enfant facile dans une maison pleine de cousins plus bruyants. Alors ils m'ont en quelque sorte oublié, jusqu'à ce que je sois au tableau d'honneur ou que j'ai besoin qu'on m'emmène quelque part. Et honnêtement, je m'y suis habitué. J'ai arrêté de me battre pour attirer l'attention il y a longtemps. Je me suis juste concentré sur l'école et j'ai travaillé pour partir. Mais quand même, je pensais que cette fois, ce serait peut-être différent. Je me suis dit qu'au moins Marianne remarquerait que je n'étais pas là. Que peut-être, quand je ne me présenterais pas pour le dîner de Thanksgiving, quelqu'un enverrait un SMS, appellerait ou demanderait. Ils ne l'ont pas fait. Le jour de Thanksgiving, je suis sorti de l'hôpital vers 17h45. L'infirmière m'a donné un petit sac en papier avec des ordonnances, une liste d'aliments adaptés aux ulcères et un avertissement de ne rien soulever de plus lourd qu'un gallon de lait. Mon estomac avait l'impression que quelqu'un l'avait récuré à vif de l'intérieur, mais j'étais affamé. J'ai pris un Uber pour rentrer chez moi, la même maison où j'avais vécu ces 13 dernières années. Les lumières étaient toujours allumées à l'intérieur. Je me souviens avoir pensé, peut-être que je peux encore attraper la fin du dîner. J'ai ouvert la porte d'entrée. Personne dans le salon. J'ai suivi le son des rires jusqu'au jardin. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu tout le monde. Ma tante, mes 2 cousines, leurs petits amis, l'oncle Marty, même un voisin ou 2, tous buvant du vin et dégustant des parts de tarte à la citrouille sous ces guirlandes lumineuses qu'ils n'installaient que pour les occasions spéciales. Je suis resté dans la cuisine, attendant, écoutant, espérant que quelqu'un entrerait. Mais personne ne l'a fait. Puis je l'ai vu. Sur le comptoir, à côté de l'évier, il y avait une assiette en carton emballée dans du film plastique. Quelque chose était griffonné dessus en gros feutre Sharpie. Je me suis penché plus près. Pour le chien. C'était tout. Pas de mots, pas de message, pas même le moindre effort. Une assiette de restes destinée au chien était la seule chose qui m'attendait après 3 jours à l'hôpital. Je l'ai regardé plus longtemps que je ne veux l'admettre, assez longtemps pour que la condensation sur le plastique commence à perler. Ça n'avait pas de sens. Mon message était passé, j'en étais sûr. J'avais appuyé sur « Envoyer » avant que la batterie ne lâche. Et même si ce n'était pas le cas, pourquoi personne n'avait-il même demandé où j'étais? J'ai ouvert le frigo. Il était plein. Des restes emballés proprement dans des tupperwares.
Chacun étiqueté avec un nom, Ben, Lisa, oncle Marty, patate douce de maman. Mon nom n'était nulle part. Pas même une assiette pour rire. Juste celle étiquetée, pour le chien. J'ai refermé lentement le frigo. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de faim ou de froid. Je suis allé dans ma chambre, espérant peut-être, qu'il y avait une carte ou une couverture laissée là, quelque chose. Mais ma chambre n'était plus ma chambre. Elle avait été transformée en débarras, des boîtes empilées là où mon lit se trouvait avant. Des rouleaux de papier cadeau, de vieilles décorations, des babioles diverses sur toutes les surfaces. Ma valise était poussée dans un coin. Mon oreiller avait disparu. Ça m'a frappé là, sur le coup. Ils avaient déjà commencé à me vider, comme si j'étais déjà parti. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fait de bruit. Je suis juste sorti de la pièce, j'ai pris un paquet de crackers salés de l'hôpital dans mon sac et je me suis assis à la table de la cuisine. Personne n'était encore entré. Je pouvais toujours les entendre rire dehors. Une de mes cousines criait quelque chose à propos d'avoir besoin d'une autre bouteille de rouge. J'ai de nouveau regardé le frigo. Puis j'ai fouillé dans le tiroir, j'ai sorti un post-it et j'ai écrit « La prochaine fois, nourrissez le chien vous-même. Il mérite une meilleure compagnie. » Je l'ai collé sur la porte du frigo. Puis j'ai attrapé mon sac, je suis sorti par la porte d'entrée et je suis parti. Je ne suis pas allé loin cette nuit-là. J'ai pris le bus pour la bibliothèque de l'université. Elle était ouverte 24h24 et 7h7 cette semaine-là pour les examens. Et je me suis souvenu du coin près des distributeurs automatiques, toujours calme après minuit. Je suis resté assis là pendant des heures, juste assis, un cracker assis dans la bouche, le bracelet de l'hôpital toujours serré autour de mon poignet. J'ai utilisé le chargeur public au bureau d'accueil pour ranimer mon téléphone. C'est là que je l'ai confirmé. Le message était passé. Mon SMS au groupe de discussion familiale, à l'hôpital, ulcère à l'estomac, reste pour la nuit. Donnerai des nouvelles, était bien là. Horodaté à 19h22. 2 nuits avant Thanksgiving. Pas une seule réponse, pas même une réaction en forme de cœur. Dans le même fil de discussion, juste au-dessus et en dessous, 15 photos de tartes, une vidéo de mon cousin Ben dansant avec une bouteille de vin, une longue dispute entre deux tantes pour savoir s'il fallait frire ou rôtir la dinde au four cette année, des dizaines de messages. C'était comme si j'étais un fantôme. J'ai fait défiler, espérant peut-être que quelqu'un avait suivi dans un SMS séparé. Rien. Pas ma tante, pas mon oncle, pas même ma cousine Lisa qui était comme une sœur pour moi avant que l'université et les garçons ne la transforment en étrangère. Ils avaient tous simplement continué leur vie, avec moi toujours dans le tableau, mais complètement invisible. Vers 2h30 du matin, j'ai renoncé à essayer de comprendre. J'ai ouvert mon portail de logement étudiant. J'avais un crédit restant d'un contrat de dortoir annulé l'année précédente. C'était juste assez pour réserver une chambre temporaire dans l'aile arrière d'un logement universitaire à moitié vide et délabré. Moisissure dans les coins, matelas taché, pas de chauffage fonctionnel. Mais c'était à moi, et c'était loin des gens qui étiquetaient des assiettes pour le chien de la famille avant de penser à moi. Ce matin-là, vers 7h, j'ai de nouveau éteint mon téléphone et je me suis endormi dans un sweat à capuche, recroquevillé avec mon sac à dos comme oreiller. Je ne l'ai rallumé que le lendemain, juste après midi. 3 appels manqués, 2 d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Un de ma tante. Un SMS de ma cousine Lisa, qu'est-ce que tu lui as dit, bon sang? Elle pleure dans l'allée. J'ai fixé l'écran, puis j'ai relu le message. Pleurer dans l'allée? De quoi pleurait-elle? Parce que sa petite blague, pour le chien, n'avait pas fait mouche? Parce que l'être humain qu'elle avait oublié avait laissé un mot dont elle ne pouvait pas rire? Je ne l'avais pas écrit pour la blesser, je n'essayais pas d'être dramatique. Mais il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans l'image de Marianne debout dehors, le mascara coulant. Remarquant enfin l'absence du garçon qu'elle avait élevé comme une silhouette en carton, silencieuse, plate et facile à ignorer. Je n'ai pas répondu. Ni à Lisa, ni à personne. Au lieu de cela, j'ai marché dans la rue jusqu'à un restaurant ouvert 24h24, je me suis assis dans une banquette en cuir craquelé et j'ai commandé la chose la plus simple que je pouvais supporter, des flocons d'avoine, sans sucre, des bananes à part. Mon estomac avait toujours l'impression d'être en papier de verre, mais la nourriture était la nourriture. C'est là que je l'ai vue. Tante Marianne, entrant dans le parking. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était une coïncidence,
mais ensuite elle a regardé directement la fenêtre, droit sur moi. Elle est sortie lentement, pas de maquillage, les cheveux en chignon lâche. Quelque chose clochait, comme si elle ne savait pas comment s'approcher de moi en étant elle-même. Elle est entrée et s'est assise en face de moi sans demander. Aucun de nous n'a rien dit au début. Elle a commandé un café, les mains tremblant légèrement en posant son sac sur la table. Puis elle a enfin parlé. J'ai vu le mot. C'est tout ce qu'elle a dit. Pas de « comment vas-tu » pas de « on s'inquiétait ». Juste ça. J'avais l'intention de te laisser quelque chose, a-t-elle ajouté après un moment. C'était une blague. L'assiette. L'idée de Ben. Il pensait que ce serait drôle pour le chien. On ne savait pas que tu étais à l'hôpital. Je l'ai coupé, sans élever la voix. Je vous l'ai dit. C'est dans le groupe de discussion. Elle a cligné des yeux. Zach, on ne l'a pas vu. Tout le monde parlait. Ça s'est juste perdu dans. J'ai brandi mon téléphone et j'ai fait défiler. C'est juste ici. Entre les photos de la cocotte de patate douce et la vidéo de Ben chantant du Justin Bieber faux. Elle l'a regardé comme si c'était une arme. Je ne savais pas, dit-elle doucement. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas. Que tu étais malade, seul, absent. Elle n'a pas répondu à ça. Elle a remué son café, 4 tours. Sans sucre, comme ma mère le faisait. Ça m'a touché plus que ça n'aurait dû. J'ai essayé, a-t-elle dit après un moment. Je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que je ne dis pas toujours les bonnes choses. Mais tu t'éloignes depuis des années. J'ai dû le faire, ai-je répondu, parce que je continuais à me présenter et personne ne me voyait même. Elle a baissé les yeux, puis, d'une voix presque trop douce pour être entendue, tu me rappelles ta mère. J'ai levé les yeux. C'était ma meilleure amie, a-t-elle continué. Et quand elle est morte, j'ai pensé quand elle vend, je la garderai près de moi. Mais tu n'es pas elle, et tu n'es pas moi. Et quelque part en chemin, j'ai eu peur. J'avais peur de m'accrocher à quelqu'un qui ne voulait pas vraiment rester. Ce n'était pas une excuse, mais c'était quelque chose. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai juste laissé les mots flotter entre nous, acide et fumant comme son café noir. Elle a glissé quelque chose sur la table, une enveloppe froissée. À l'intérieur, une carte cadeau d'épicerie de $100 et une photo de Thanksgiving imprimée avec mon nom griffonné au dos. C'était tout. Je l'ai regardé pendant longtemps avant de finalement dire, tu sais quelle est la pire partie? Je ne m'attendais même pas à grand-chose. Juste peut-être que quelqu'un demande où j'étais. Elle a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Je ne peux juste pas retourner faire semblant de faire partie de quelque chose qui fonctionne clairement très bien sans moi. Ses yeux se sont embués. Elle n'a pas discuté. Elle a juste hoché la tête une fois, puis s'est levée et est sortie. N'a pas fini son café. N'a pas regardé en arrière. Et toujours pas une seule personne dans la famille n'avait demandé si j'allais bien. À la fin de ce week-end, il était clair que quelque chose avait changé. Pas seulement en moi, mais en eux aussi. Je n'ai plus eu de nouvelles de tante Marianne, pas directement, mais les messages ont commencé à s'accumuler. Appel manqué de ma cousine Lisa, puis un long message vocal de mon oncle, un SMS d'un cousin au 2e degré à qui je parlais à peine qui disait juste « Salut, j'ai entendu dire que tu étais contrarié. J'espère que tu vas bien. » Je ne connais pas toute l'histoire. Le ton de tous a été bizarre. Comme si j'avais réagi de manière excessive, comme si quelque chose de mineur s'était produit et que j'en avais fait toute une histoire. Pas une seule personne n'a demandé ce qui s'était réellement passé à l'hôpital. Pas « tu vas bien » ou « as-tu besoin d'aide ?» Juste une avalanche de « pourquoi ne nous as-tu pas dit, pourquoi n'es-tu pas sorti dans le jardin, pourquoi ce drame, on pensait que tu étais juste sorti avec des amis. » J'ai finalement répondu à Lisa par SMS, je te l'ai dit. Fais défiler vers le haut. 5 minutes plus tard, oh mince. C'est enterré sous genre 30 messages. Je jure que personne ne l'a vu. Cette phrase m'a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. Enterré sous 30 messages. Je ne valais même pas la peine de faire défiler en arrière. Pendant les jours suivants, j'ai continué à rejouer le dîner dans ma tête. La façon dont tout le monde avait ri. Comment les lumières du jardin brillaient comme si rien ne manquait. Les restes étiquetés. L'assiette pour le chien. Ils étaient passés à autre chose, sans hésitation.
Et maintenant, ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils avaient fait. Ils étaient désolés pour la réaction que ça avait provoquée. C'était du contrôle des dégâts, pas du regret. Lisa a appelé cette nuit-là. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Zach, sérieusement, tu aurais pu juste dire quelque chose. Personne ne voulait rien dire par là. L'assiette pour chien, c'était pour l'idée stupide de Ben sur TikTok. Il essayait de devenir viral avec un truc de Thanksgiving pour chien. Ce n'était même pas pour toi. J'ai réécouté cette partie 2 fois. Ce n'était même pas pour toi. Et d'une certaine manière, ça a rendu les choses pires. Je n'étais même pas une considération dans la blague. Je n'étais tout simplement pas là. Pas dans les pensées de qui que ce soit. Pas sur la photo de groupe. Pas même dans le plan des restes. Quelques heures plus tard, j'ai envoyé un message au groupe de discussion, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Merci d'avoir vérifié, finalement. L'oncle Marty a répondu en premier, et maintenant, ce n'est pas juste. On était tous juste pris dans le chaos. Le chaos? Quel chaos? Le dîner s'est déroulé parfaitement. Tout le monde souriait sur les photos. Le vrai chaos, c'était moi, vomissant du sang dans un plateau en carton pendant que l'infirmière me chuchotait qu'il l'avait attrapé juste à temps. Je n'ai jamais répondu. Mais le lendemain, le titre du groupe de discussion avait été changé. C'était avant, Femme Bam. Maintenant, c'était juste, Archive Thanksgiving 2023. Personne ne l'a expliqué. Personne ne m'a tagué. Ils sont juste passés à autre chose, encore une fois. Cette nuit-là, j'ai pris le long chemin pour rentrer du campus. Il y a ce vieux pont piétonnier près de l'arrière des dortoirs, principalement utilisé par les promeneurs de chiens et quelques joggeurs occasionnels. Je suis resté là un moment, regardant l'eau en dessous, pensant à toutes les fois où j'avais trouvé des excuses pour ces gens. Tous les anniversaires manqués qu'ils avaient oubliés jusqu'au lendemain. Tous les trajets où ils ne pouvaient pas venir, sauf si c'était pour quelqu'un d'autre. Toutes les fois où je suis rentré à la maison et ils ont dit « Oh, on ne savait pas que tu serais là ». Avant, je pensais que c'était juste une mauvaise communication. Maintenant, je réalisais que c'était autre chose. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils ne m'avaient jamais vu, pour commencer. 2 semaines se sont écoulées. Personne de ma famille ne m'a contacté après ce dernier message. Même pas pour se disputer, pas pour prendre de mes nouvelles, pas même pour insister. Ils se sont juste tus. Le groupe de discussion est resté figé. Pas de mise à jour, pas de mème, pas de recette. Juste le silence. Et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais probablement dû comprendre il y a des années. Le silence n'est pas la paix. C'est juste l'absence. Je suis resté dans mon coin, je me suis concentré sur mes examens, j'ai mangé des flocons d'avoine fade et de la compote de pommes du garde-manger étudiant, j'ai pris mes médicaments, j'ai lu dans des coins tranquilles de la bibliothèque où personne ne me connaissait. Et c'était en quelque sorte parfait. Je flottais dans ma propre petite bulle de solitude. Jusqu'à ce que je reçoive un SMS d'un numéro inconnu, « Zach, s'il te plaît. Juste un café. » Pas de drame. C'était tante Marianne. J'ai failli le supprimer. Mais quelque chose dans la formulation, pas de drame, m'a énervé. Il n'y avait jamais eu de drame. Juste une négligence silencieuse. C'était ça, le problème. Mais j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés au même restaurant. Mardi, 20h, banquette près de la fenêtre. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, pas elle-même. Pas d'ongles vernis, pas d'écharpe parfaite. Juste une doudoune et des rides d'inquiétude autour de la bouche. J'ai commandé du pain grillé. Elle n'a rien commandé. La serveuse a essayé de plaisanter sur le fait qu'on avait l'air sur le point de rompre. Marianne n'a pas ri. Elle a commencé par ça, « Penses-tu vraiment que je ne t'aime pas ?» C'est à ce moment-là que quelque chose s'est fissuré. Pas parce qu'elle l'a dit. Mais parce que, pendant une seconde, j'ai réalisé que je ne savais pas comment répondre. J'avais passé tellement de temps à essayer de ne pas avoir besoin de ce genre de validation de sa part que je ne m'étais jamais vraiment demandé si j'y croyais. Peut-être que je n'avais pas voulu savoir. Je n'ai rien dit. Elle s'est penchée en avant et a commencé à parler vite, nerveusement, comme si elle savait qu'elle risquait de perdre sa chance si elle me laissait réfléchir trop longtemps. L'assiette, ce n'était pas pour toi. C'est Ben qui l'a écrite. Il a apporté une de ces stupides lampes annulaires au dîner et essayait de créer du contenu avec tout.
Il a fait une assiette pour leur chien, Max. Il l'a écrite au Sharpie. Il pensait que c'était drôle. Le chien n'en a même pas mangé. C'était que des patates douces. Je ne savais pas que tu l'avais vue. Je ne me souvenais même pas qu'elle était sur le comptoir. J'ai haussé les sourcils. Et le SMS que j'ai envoyé de l'hôpital? Elle a grincé des dents. Je le jure, Zach, je ne l'ai pas vu. Je ne vérifie pas ce chat à moins que quelqu'un ne me tague. Il y a trop de messages qui volent toute la journée. J'étais concentré sur la cuisine et ça s'est juste perdu. J'ai hoché lentement la tête. Puis j'ai demandé, si je n'avais pas laissé ce mot, aurais-tu remarqué que j'étais même là? Ça l'a réduite au silence. Et puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, on pensait que tu restais sur le campus avec des amis. Tu as été si distant ces derniers temps. J'ai juste supposé que tu avais tes propres trucs. Parce que c'est ce que tu voulais, ai-je demandé. Elle a détourné le regard, a pris une longue inspiration, puis m'a dit la vérité. Tu ressembles trop à ta mère. Ta façon de marcher, ta façon de devenir silencieux quand tu es blessé. Je ne te l'ai jamais dit, mais chaque année où tu as vieilli, c'est comme si je la regardais s'estomper et revenir en même temps. Et c'est déroutant, Zach. Ça fait mal d'une manière à laquelle je n'étais pas préparé. Je ne savais pas quoi dire. Je n'étais pas préparé non plus. Elle a continué. Quand je t'ai recueilli, je me suis dit que c'était pour elle. Mais ensuite, tu étais toi. Gentil, silencieux, intelligent. Je t'aimais. Je t'aime toujours. Mais une partie de moi s'est toujours préparée à ce que tu partes. Et quelque part en chemin, je pense que j'ai commencé à prendre mes distances émotionnellement avant que tu ne puisses le faire en premier. C'était la tournure que je n'avais pas attendue. Ça n'avait jamais été de la haine ou de l'indifférence. C'était de la peur, de la perte, des fantômes. Elle ne me repoussait pas parce qu'elle s'en fichait. Elle avait peur de trop s'attacher à nouveau. Mais quand même, rien de tout ça n'expliquait pourquoi personne d'autre ne m'avait contacté. Pourquoi toute la famille pouvait oublier quelqu'un si complètement. Je lui ai demandé ça. Elle n'a pas édulcoré les choses. Parce qu'ils suivent mon exemple. Toujours à moitié. Et je suppose que mon silence leur a dit que tu étais facultatif. Cette phrase a brûlé. Facultatif. Elle l'a réalisé dès qu'elle l'a dit, mais je l'ai repoussé d'un geste de la main. Je ne voulais plus d'excuses. Je voulais juste de l'honnêteté. Et je l'ai eu. À la fin de la soirée, elle a dit ceci, si tu veux nous couper les ponts, je comprendrai. Si tu ne reviens jamais pour un autre dîner, je ne te culpabiliserai pas. Mais si jamais tu veux rentrer à la maison, tu peux. À tes conditions. J'ai hoché la tête. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu. Je ne reviendrai pas. Mais je pourrais te laisser me rendre visite. Elle a souri, à peine. Et c'était tout. Pas de câlin, pas de larmes. Juste la vérité. C'est étrange comme la clarté ne frappe pas comme un éclair. Elle s'insinue doucement, dans le silence après une conversation difficile, dans la façon dont le téléphone ne vibre plus. Et on réalise enfin qu'il ne nous manque pas. Cette semaine-là, j'ai fouillé chaque tiroir du dortoir temporaire où je squattais. J'ai fait une liste, ce que j'avais, ce dont j'avais besoin, ce dont je pouvais me passer. J'ai postulé pour un studio en centre-ville. J'ai pris rendez-vous avec le bureau d'aide aux étudiants. J'ai demandé plus d'heures à mon patron. Rien de dramatique, juste du mouvement. Et ça faisait du bien. Un mois avant, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, me demandant si quelqu'un se souciait assez pour vérifier. Maintenant, j'étais vivant, debout, et je reconstruisais à partir de zéro. Un pas à la fois. Le studio n'était pas grand-chose. Une seule pièce, sans ascenseur, au-dessus d'une laverie automatique. Les murs étaient fins et les fenêtres laissaient passer l'air froid la nuit. Mais la clé était à moi. À moi seul. Plus de mots sur le frigo. Plus besoin de s'asseoir en silence en attendant d'être rappelé. Plus besoin de disparaître à la vue de tous. Je l'ai meublé avec des chaises dépareillées de magasins d'occasion et un matelas de seconde main. La première chose que j'ai mise au mur, c'est un tableau en liège. J'y ai épinglé 2 choses. Une photo de moi et de ma mère, à l'époque où elle était en bonne santé, avant que le cancer ne creuse nos vies. Un post-it avec 3 mots, plus invisibles. 2 jours après avoir emménagé,
j'ai envoyé un dernier message au groupe de discussion familiale. Pas en colère, pas passif-agressif. Juste final. J'ai un nouvel endroit. Je vais bien. Mais je quitte le groupe de discussion. Si quelqu'un veut vraiment savoir comment je vais, vous savez où me trouver. Vous ne m'avez pas perdu. Vous ne m'avez juste jamais gardé. Puis j'ai quitté le chat. J'ai mis tout le monde en sourdine, sauf Marianne. 10 minutes plus tard, Lisa a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner. 1 heure après, l'oncle Marty a envoyé un emoji pouce levé au message, comme s'il réagissait à un mème. Celui-là a piqué plus qu'il n'aurait dû. Mais je n'ai toujours pas répondu. Qui avait-il à dire de plus? Le lendemain matin, j'ai fait des flocons d'avoine sur un petit réchaud de camping, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé la ville s'animer. Des gens promenant des chiens, des enfants se dirigeant vers l'école. Une femme faisant du jogging dans une veste rose fluo avec une poussette devant elle. C'était comme respirer pour la première fois. Cette nuit-là, Marianne a texté, « J'espère que le nouvel endroit est chaud. Je peux apporter des couvertures supplémentaires si tu as besoin, ou un radiateur d'appoint. Sans condition. Fais-moi juste savoir. » J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Puis j'ai répondu, « Je vais bien, mais merci. » Et c'était tout. Pas une reconstruction. Pas encore. Mais pas un effondrement non plus. Je ne coupais pas les ponts avec la famille par âge. Je les laissais s'estomper hors du cadre, parce qu'ils ne tenaient plus l'appareil photo. C'était moi. J'ai de nouveau traversé mon nouvel endroit. Frigo vide, table bancale, faible bourdonnement des sèche-linges en dessous. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de devoir me rétrécir pour m'adapter à l'espace où j'étais. Ça faisait un mois que j'avais déménagé. Assez longtemps pour que le froid s'installe dans les cadres des fenêtres de mon studio, assez longtemps pour que le silence de la famille cesse d'être aigu et commence à être calme. Toujours le bon genre. Je m'habituais au nouveau rythme. Matin seul, course à pied, longue nuit à étudier avec une bouilloire électrique et du thé à $1. Et honnêtement, il y avait quelque chose de paisible là-dedans. Pas d'attente, pas de silence mal interprété, pas de groupe de discussion bourdonnant pendant que vous essayez de ne pas exister trop bruyamment dans votre propre maison. Juste de l'espace. Et puis, un vendredi soir, j'ai entendu frapper à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai supposé que c'était le propriétaire ou quelqu'un de la laverie en bas. Mais quand j'ai ouvert, Marianne était là. Pas de manteau, juste un pull en laine et 2 sacs de courses dans les bras. L'un était plein de légumes. L'autre, de livres, de photos, quelque chose enveloppé dans un torchon. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. Le vent poussait contre ses cheveux. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Elle a tendu les sacs. Pas d'attente. Je voulais juste déposer ça. Je les ai pris, sans un mot. À l'intérieur du torchon, il y avait un récipient de soupe maison, lentilles, carottes, morceaux de pommes de terre tendres. Ça sentait quelque chose de chaud que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. À l'intérieur de l'autre sac, sous les oignons et les bananes, il y avait un vieil album photo, un que je n'avais pas vu depuis des années, des photos de ma mère, de mes anniversaires, des cartes que j'avais faites quand j'avais 6 ans, un dessin de notre vieux chien, Bandy. Je les ai feuilletés pendant qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, silencieuse, observant. Finalement, elle a dit, « Je suis désolée de t'avoir fait sentir facultatif. Je n'essayais pas, mais je le vois maintenant. Puis, tu ne nous devais pas une seconde chance. Mais j'espère que peut-être, nous pourrons la mériter quand même. » Pas d'excuses, pas de culpabilité. Juste la vérité. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir. Ou peut-être que je ne la regardais plus de haut. Je me suis écarté. J'ai 2 chaises. Elles ne vont pas ensemble. Elle a souri, les yeux brillants. Ça n'a pas d'importance. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. 2 tasses de thé ébréché, de la soupe sur le feu. Pas de groupe de discussion familiale. Personne d'autre n'appelait. Juste elle et moi. Elle m'a posé des questions sur l'école. Je lui ai dit. Elle n'a pas ressenti le silence quand il est venu. Elle l'a juste laissé s'installer, comme s'il avait enfin le droit d'être réel. Avant de partir, elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti un mot plié. J'ai trouvé ça dans un tiroir, a-t-elle dit. Tu l'as écrit en 6e.
Tu disais que tu voulais être un adulte qui n'oublie jamais l'anniversaire de personne. Je me souvenais de ce papier. Écriture maladroite. Bordure au crayon de couleur. Elle a souri et me l'a tendu. Tu t'es toujours souvenu de nous. Je suis désolé que nous n'ayons pas fait de même. Elle n'a pas pleuré. Moi non plus. Elle a laissé un deuxième récipient de soupe sur le comptoir. Je l'ai raccompagnée à la porte. Elle s'est retournée une fois dans le couloir et a dit, presque timidement, « J'espère que l'année prochaine, tu reviendras. Ou peut-être que je viendrai ici. » Quoi qu'il en soit, ne laissons pas le prochain dîner être pour le chien. Et puis elle est partie. La porte s'est refermée. La soupe fumait. Je me suis assis sur une chaise et j'ai regardé celle en face de moi. Plus vide. Pas parfaite, mais réelle. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, c'était suffisant. Et voilà l'histoire. Si vous êtes toujours là, ça veut dire que vous êtes l'un des nôtres. Alors allez-y, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Je publie un nouveau chaos chaque jour. Et croyez-moi, l'histoire de demain, elle est encore pire que celle-ci.